Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de 100% politique, car vous le savez, aujourd'hui en France, tout est politique. Oh là là, l'alignement là. Tegner, Ligné, Torres, bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Johan, bonsoir. Jean-Claude, bonsoir. Et nous accueillons avec beaucoup de plaisir Louise. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'Uni à Bordeaux. Et on a vu la vidéo, on va la revoir évidemment à la fin de l'Heure des pros, ce que vous avez vécu, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus. Vous aviez commencé à nous en parler la dernière fois qu'on s'était vu sur le plateau. Allez tranquillement suivre des cours parce que vous êtes à l'Uni, vous êtes de droite et vous subissez donc une forme de lynchage permanent où vous êtes encerclé par des dizaines de militants d'extrême gauche qui vous scandent, dégage, va-t'en, etc., qui vous empêchent de suivre une scolarité normale. On va en parler dans un instant. Il vous est arrivé exactement la même chose, Éric Tegner, à vos journalistes à l'université de Caen, avec Lino qui vient simplement poser, comme Charlie Kirk le faisait, un micro pour débattre avec des étudiants qui sont opposés à lui. On a cassé tout le matériel, ils ont terminé en garde à vue. Et de qui ils ont reçu la visite en garde à vue ? Un député, une députée de la France Insoumise. Tiens, comme c'est étonnant. Oh, c'est étonnant, hein ? Et qu'est-ce qui s'est passé à Avignon ? Toujours les journalistes de Frontières, ils ont été enfarinés en marge d'un meeting de Raphaël Arnaud. Mais ne dites surtout pas que la France Insoumise est d'extrême gauche parce que ça pourrait les vexer. Donc on va décliner comme ça, parce qu'on a toutes les images, donc restez bien avec nous. On va tout vous montrer pendant 1 heure sur CNews. Et donc on va commencer avec vous, Louise, le quotidien d'une jeune femme de droite engagée à l'Uni dans une université française. Eh bien c'est juste insupportable. Vous êtes courageuse, Louise, parce que vous êtes toute seule avec quelqu'un, j'imagine, qui filmait la scène pour dénoncer ce qui se passait. On voit des dizaines et des dizaines de personnes d'extrême gauche qui vous menacent physiquement, évidemment la pression de la foule sur une jeune femme, vous disent dégagez, donc vous ne pouvez pas suivre une scolarité normalement. Ça, c'est à Bordeaux, hein, c'est dans votre université à Bordeaux. Exactement, c'est sur le campus de Pessac, mais là c'est inédit, hein, ça s'est fait en 5 minutes top chrono. Je suis allée voir juste un étudiant qui avait quelques questions à poser à l'Uni sur notre programme pour les élections du Crous. Et donc, en 5 minutes top chrono, j'ai été repérée et ils se sont très rapidement mobilisés. Ils étaient entre 80 et 100. Eux se revendiquent comme étant 80. Je pense qu'on le voit sur les vidéos. Ils sont extrêmement nombreux. Et je pense que le pire dans tout ça, c'est que j'avais des militants hommes avec moi et j'ai été la seule à être agressée. Voilà, j'ai été la seule avec ma militante, donc Léonie, à avoir été agressée. Et malheureusement, il y a un moment où on a lâché les téléphones parce que le tram arrivait et que les agents de sécurité nous ont demandé de partir parce qu'ils avaient trop peur pour notre sécurité. Et en fait, ils ne pouvaient pas venir nous aider parce qu'en fait, ils sont trop peu. Et donc, une fois que les téléphones étaient coupés, on s'est fait bloquer dans le tram. Léonie s'est faite jeter dans le tram. Elle s'est fait mal, elle est tombée. Et moi, je me suis fait bloquer la tête contre la porte du tram. Et j'avais les pieds bloqués sur les rails. Et le tram était en train de repartir. Donc, Dieu merci, il y a des caméras. Donc, le conducteur du tram a vu que j'étais bloquée et n'a pas pu redémarrer. Et là, j'attends juste de recevoir les caméras de vidéosurveillance du quai, en fait, donc de TBM, le service de tram, pour pouvoir prouver en fait cette agression. Parce que dès que nous, on lâche les téléphones, c'est un déferlement de haine. Et là, c'est en 5 minutes top chrono, j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous a bloqué la tête contre la porte. Un homme. Un homme vous a bloqué la tête. Féministe. Hein. Bien sûr, donc il a mis sa main sur votre tête pour vous la bloquer le long de la porte du tram. Oui. Et il y en a un autre qui a jeté votre camarade au sol. 2 autres qui ont jeté ma camarade au sol, dans le tram. Et elle a réussi à s'enfuir par une autre porte du tram. Mais c'est un déferlement de haine et de violence. Et en plus, ils le revendiquent. Ils sont fiers d'agresser juste 2 jeunes femmes. Et ils en sont très, très fiers. Je ne suis pas une humaine, pour eux, ils me l'ont dit. Ils me croisent, ils me disent on va te faire une Charlie Kirk. Qu'est-ce que vous voulez faire face à eux ? Donc vous êtes de droite, on a le droit de vous lyncher, mais oui, on va vous faire une Charlie Kirk, voire de vous tuer, c'est ça les menaces que vous recevez. Mais c'est complètement ça. Dès que je vais dans un campus, on me prend en photo, en vidéo pour que n'importe qui du groupe Telegram ou WhatsApp ou que sais-je puisse me reconnaître et m'agresser. Comment vous voulez étudier dans des conditions pareilles ? Et donc vous ne pouvez plus aujourd'hui, vous nous l'aviez dit, vous ne pouvez plus suivre une scolarité normale à l'université. C'est-à-dire que vous avez arrêté, là, vous êtes en pause. Non, là c'est bon, j'ai complètement arrêté parce qu'encore j'allais un peu à la bibliothèque, mais là je peux plus. Là je peux plus, c'est beaucoup trop dangereux. Et quand vous avez même un agent de sécurité qui vous supplie, il m'a supplié de partir, il m'a demandé de partir en courant parce qu'il avait peur. Vous vous rendez compte que même les agents de sécurité ne peuvent rien pour nous et il me supplie de partir en courant. Et personne ne fait rien, c'est-à-dire que vous n'avez pas reçu de messages de soutien de la direction pour vous permettre de suivre les cours. Vous voulez rire ? La dernière fois que je suis venue chez vous,
La faculté donc, de Montaigne a fait écho à notre passage en disant que l'extrême droite tentait de s'infiltrer dans les universités et que c'était très dangereux. Mais c'est sûr que c'est pas du tout l'extrême gauche qui fait des guillotines avec la tête du président. Donc peut-être qu'il a le syndrome de Stockholm, ce président, je sais pas. Qui exactement a dit ça quand vous êtes venu sur CNews Alors je ne sais pas qui tient le compte Instagram de l'université de Bordeaux-Montaigne, mais en tout cas ils ont publié ça en story et ça a aussi été repris par l'université de Bordeaux. Donc en fait, tout le monde, mais c'est tout sans cœur, hein, l'administration, tout le monde. Donc Sébastien Ligné, je récapitule. On a une horde de 80 à 100 personnes qui menacent une jeune femme, qui hurle « dégagez, dégagez ». Ensuite, on a une agression, une double agression dans le tram d'un homme d'extrême gauche qui va bloquer la tête de Louise contre la porte de ce tram. On a donc une jeune femme, parce qu'elle est militante à l'Uni, qui ne peut plus suivre une scolarité normale à l'université. Et on a la direction de cette université qui dit que le problème, c'est pas les militants d'extrême gauche, non, c'est l'Uni qui serait devenue d'extrême droite et qui va sur CNews. Mais comment voulez-vous qu'on ne marche pas sur la tête dans ce pays ? C'est hallucinant. Hallucinant, une inversion des valeurs totales. On empêche à une jeune femme d'aller suivre des cours parce qu'elle est de droite, parce qu'elle est à l'Uni. Et le problème, c'est elle. Enfin, c'est incroyable. Le problème, c'est la victime. Mais d'une certaine manière, on vit une guerre de territoire qui est dans l'esprit la même que la guerre de territoire qu'on doit mener contre le narcotrafic. Donc de la même manière que vous avez dans certains quartiers le narcotrafic qui règne en maître et des gens, des victimes, des habitants qui sont obligés de fuir certains quartiers à cause du narcotrafic, eh bien on peut appliquer la même logique aux universités, en tout cas à certaines universités publiques, qui sont tellement gangrénées par la logique d'extrême gauche que quiconque ne se revendique pas d'extrême gauche n'est plus le bienvenu dans la fac et doit donc quitter le territoire. C'est une guerre de territoire. Le problème, c'est que comme on ne l'amène pas sur le narcotrafic, on ne l'amène absolument pas au niveau des facs. Voilà, le jour où le gouvernement acceptera de rentrer dans une fac et dire maintenant ça suffit, maintenant on renverse des professeurs, maintenant on renverse des directions, maintenant on exclut des étudiants, maintenant on pourquoi pas... C'est passé un peu à Sciences Po, il y a une reprise en main à Sciences Po, on en parle beaucoup moins. Mais donc faut pas s'étonner ensuite que les étudiants ils partent à l'étranger. Faut pas s'étonner ensuite que les étudiants ils partent dans le privé. Mais on a des zones, excusez-moi Johan, je vais le dire comme ça, mais certaines universités sont devenues des zones de non-droit. C'est-à-dire que le problème, c'est la victime. Mais regardez ça. Et ils se disent féministes, ces gens-là. Ils vont prendre à 80 ou 100, ils vont menacer une jeune femme parce qu'elle est de droite et la chasser de l'université. Et il y a le vigile qui est tellement dépassé, qui demande, qui supplie, partez parce que je ne peux pas assurer votre sécurité. Et ça se termine par une agression dans un tram. Ça nous rappelle une nouvelle fois que l'extrême gauche est d'une très grande dangerosité, que les plus grands fascistes se trouvent à l'extrême gauche, parce que ça me fait bien rire quand même de les voir scander Siamo tutti antifascisti, pardon, oui, mais enfin les fascistes, ils sont là, ils sont dans vos rangs, pardon. Hein, donc... Churchill, le fascisme reviendra. Exactement. Et il s'appellera l'antifascisme. Là, nous en avons l'illustration parfaite depuis un certain temps maintenant, avec l'extrême gauche actuelle. Mais je vais vous dire, moi je suis très inquiet, parce que la réalité, c'est quand même qu'on a un pays à redresser. La France est dans une situation dramatique. Il va falloir tous se retrousser les manches pour redresser le pays. Et il va falloir compter sur la jeunesse. Alors, c'est pas avec cette jeunesse-là qu'on va y arriver. Donc, je veux croire... Mais c'est pas toute la jeunesse, parce que... Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a Louise qui est là. J'allais vous dire... Je représente une autre jeunesse. Il y a Jules Torres qui est là. J'allais vous dire, je veux croire que cette jeunesse est ultra-minoritaire, voire peut-être ultra-minoritaire, je n'en sais rien, mais il est vrai qu'on en parle beaucoup. Mais il est parce vrai qu'ils occupent l'espace. Mais il est vrai qu'il ne faut pas compter avec cette jeunesse-là pour redresser le pays. Il faut malheureusement compter avec elle pour continuer à l'enfoncer davantage. Alors, je veux vous allez rester évidemment avec nous, mais je vais vous montrer d'autres exemples. Cette fois, ça se passe pour les journalistes d'Éric Tegner de Frontières. C'est Lino. Lino, qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, il pose un micro et il propose de débattre librement, d'opposer les arguments. Eh bien, ça lui a valu d'être enfariné, ça lui a valu un lynchage. Ils ont cassé tout le matériel et ensuite, qui est venu rendre visite à ces individus qui étaient placés en garde à vue ? Une députée de la France Insoumise. Donc c'est proprement hallucinant. Déjà, voyez cette agression. Cette fois, c'était à Caen. On est toujours dans une université. Il y a un journaliste de droite qui propose le débat. On lui répond en lui cassant l'intégralité de son matériel. Tu te vires, toi! Oh, tu touches pas à ça! Tranquillement, tranquillement. S'il te plaît, touche-moi caméra! On a cassé. Il y a pour combien de dégâts de matériel, Eric ? 8 000 €. 8 000 €? Oui, bah c'est tout ce qu'ils ont cassé. Voilà, 8 000 €, hop, en quelques minutes. Et Emma Fourreau,
député La France Insoumise, vous savez, qui était souvent sur les flottilles. Elle flottillait, oui. Direction Gaza. Des étudiants ont été placés en garde à vue pour s'être mobilisés à l'université de Caen contre le torchon raciste Frontières. Ils ne sont pas mobilisés, ils ont cassé 8 000 € de matériel, ils ont enfariné quelqu'un. J'ai usé de mon droit de visite, soutien aux camarades, stop aux gardes à vue abusives et à cette répression policière au service de l'extrême droite. Donc en plus, on s'en prend à la police au passage, parce qu'il faudrait qu'on ait le droit de lyncher qui que ce soit avec lequel on n'est pas d'accord dans la rue. Et après, ils vont se plaindre d'être qualifiés d'extrême gauche par le ministre de l'Intérieur, Éric Tegner. Oui, c'est ça qui est lunaire. Alors, il faut contextualiser vraiment pour que les téléspectateurs comprennent. Lino, c'est un jeune journaliste qui a sa carte de presse, qui a 22 ans et qui effectivement se rend dans les universités depuis plusieurs mois pour proposer des débats. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de coupe, il y a des gens de gauche qui débattent avec lui. D'ailleurs, parfois, les gens de gauche peuvent prendre le dessus, parfois c'est lui. C'est un débat qui vraiment se passe bien, ça dure près d'1 heure et c'est important dans les universités de pouvoir débattre. Donc, il est allé à Strasbourg, il est allé à Aix-en-Provence. Effectivement, là, il se rendait à Caen avec un caméraman. Sauf qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait depuis le matin? Il y avait des appels qu'on n'avait pas vus de la part d'Antifa, de groupes, par exemple, l'Union Pirate de Caen, qui appelaient tout simplement à s'en prendre à ces journalistes. Vous savez, l'Union Pirate, on en avait parlé lors de votre format avec Guillaume Janton, où ils étaient allés infiltrer l'université de Rennes. On voyait ce mouvement étudiant antifasciste qui s'appelle l'Union Pirate. Et donc là, ils se retrouvent quoi? Ils se retrouvent bloqués contre le mur, effectivement enfarinés. Il faut imaginer quand même d'avoir un jeune qui a 22 ans, qui est courageux, qui tient tête, qui à aucun moment Même chose, ne tombe dans seul la violence. contre tous. Comme Louise. Moi, je suis très frappé par ces images, Eric. C'est-à-dire que c'est la foule qui vient s'en prendre à une ou deux personnes. C'est ça, foule compacte, on lynche. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun courage, ils sont d'une violence inouïe. Et filles comme garçons, ils lynchent à plusieurs. Une immense lâcheté. Ils sont méthodiques aussi parce qu'ils expliquent qu'il y avait des visuels, comment faire, comment s'en prendre aux journalistes frontières, comment ne pas être repéré. Mais il y a une nouveauté depuis quelques mois, et ça, j'en tiens pour comptable, la France Insoumise. C'est le fait que désormais, ils revendiquent leur action. Parce que ensuite, les premières vidéos ne sont pas venues de nous, ils sont venus d'eux. Ils se prenaient en photo. Parce que quand ils se retrouvent avec des députés de la France Insoumise qui mettent en avant ces jeunes de 20 ans en disant bravo, comme Thomas Porte peut le faire, en disant bravo, comme Raphaël Arnaud peut le faire, parce qu'on a un Thomas Porte qui dit Caen ne sera jamais fasciste. Et donc, ils appellent à chaque fois à le faire. Ça devient des héros pour leur jeune génération. Et donc, ces gens-là sont totalement débridés. On voit le tweet de Thomas Porte à l'instant à l'antenne. L'université de Caen sera toujours antifasciste. Donc, il revendique cette action. C'est-à-dire que Jules Torres, il y a les étudiants d'extrême gauche, et ensuite, ils sont soutenus directement par la France Insoumise, visite en garde à vue, ils avaient fait pareil avec les émeutiers, vous me direz ils avaient fait pareil avec le terroriste Georges Ibrahim Abdallah. Et puis les tweets de soutien à ces actions violentes. Non, mais je veux dire, c'est de la mais Thomas Porte, même chose. Qu'est-ce qu'ils font à l'Assemblée nationale ou en dehors quand il se met avec le ballon d'Olivier Dussopt sous son pied? C'est la violence en permanence. Moi, je suis complètement d'accord avec votre phrase de Churchill. Je pense qu'aujourd'hui, les vrais fascistes, ce sont les antifascistes, ou en tout cas ceux qui se disent antifascistes. Ce sont des personnes qui sont contre la liberté d'expression, sont contre la liberté d'être et d'aller ou venir dans des universités. Enfin là, on parle quand même de personnalités de droite, d'étudiants de droite, qui sont des citoyens comme les autres, et qu'une certaine partie de la gauche veut rendre persona non grata. Ils ont moins de droits. Ils n'ont pas les mêmes droits que tout le monde. Vous êtes de droite, vous n'avez pas les mêmes droits. C'est exactement. Vous n'avez pas le droit d'étudier tranquillement. Vous n'avez pas le droit d'être journaliste tranquillement. Vous n'avez plus rien de droit de faire. Vous n'avez pas le droit d'être dans l'espace public. Voilà aujourd'hui la société que ces gens-là veulent. C'est pas une société qui est antifasciste, c'est une société qui est absolument fasciste. Le fascisme, c'est aussi ça. C'est le fait d'interdire certains enseignements dans l'université, c'est d'interdire certaines personnes dans les universités. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a une impunité. Bon, évidemment que Thomas Porte, ils soutiennent. Moi, ça ne me surprend pas. C'est évidemment que ça peut nous heurter, ça peut nous choquer, mais c'est pas surprenant venant de la France Insoumise. Moi, ce qui me choque, c'est l'impunité à la fois médiatique, juridique et politique dont ont droit ces personnes-là. C'est-à-dire que dans les médias, vous avez quand même une jeune femme. Vous avez une jeune femme qui est agressée. À Bordeaux. On entend pique-pendre quand il s'agit de violences faites aux femmes à juste titre. Là, on a une jeune femme qui est agressée à plusieurs reprises. Vous n'entendrez aucun média en parler, si ce n'est ici ou sur Europe 1. Et Louise, d'ailleurs, ce n'est pas votre première agression. C'est pas la première fois que vous êtes intimidée. Racontez-nous un peu tout ce que vous avez à subir parce que vous êtes à l'Uni. Bon, alors déjà, on va rester dans le cadre hors fac, parce que ça se poursuit aussi en dehors de la faculté. C'est des menaces de mort en permanence, que ce soit par message, par commentaire. Enfin, franchement, ils y vont et ils s'en donnent à cœur joie. Ça me colle des cibles dans le dos en story, en m'identifiant et en demandant à leurs abonnés de faire pareil, donc de polluer mon espace commentaire avec des insultes. Voilà, j'ai d'ailleurs dit à une des antifas de faire assez attention, parce qu'en fait, ils savent pas à qui ils s'adressent. Donc quand vous recevez des messages « va te pendre » et que vous lisez ça soit un peu le soir ou soit le matin,
Ils savent pas en fait à qui ils s'adressent. Imaginez seulement si j'étais dépressive. Je reçois des dizaines de menaces de mort. Alors, c'est pas mon cas. Et ils peuvent y aller. Dans tous les cas, j'en ai strictement rien à faire. Mes idées, je suis sûre de mes idées et je suis sûre de mes combats. Donc, je ne lâcherai rien. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je ne lâcherai pas. Et donc, quand ils viennent en groupe comme ça, à 80, à 20, à 5, à 10... En fait, ça me fait pas peur. Je m'en fiche d'eux. Parce que quand je les croise tout seuls, ils ne font rien. Moi, c'est ça, ils ont besoin d'être en foule c'est ça. pour lyncher. Je suis là même toute seule ou en groupe. Moi, j'appellerai jamais à la violence. Mes adversaires politiques, je les combattrai dans les urnes, pour l'instant dans les urnes à l'université. Et ce qu'il est très important de noter, je pense, c'est que oui, c'est une minorité. C'est vraiment une minorité parce qu'aux élections, il y a à peine 10% de participation. Et donc forcément, eux, ils arrivent à mobiliser un vrai électorat. Et moi, la question que je pose, c'est au gouvernement et surtout au ministre de l'Enseignement supérieur. Est-ce qu'il y a encore un pilote dans l'avion ? Déjà, qui connaît le ministre qui connaît le ministre de l'Enseignement supérieur ? Monsieur Baptiste. Monsieur Philippe Baptiste. Oui, vous avez raison, on s'adresse à lui. Est-ce qu'il trouve normal, ce ministre, qu'une jeune femme ne puisse pas aller à l'université, soit poursuivie par une foule haineuse de 80 à 100 personnes parce qu'elle est à l'Uni, et soit agressée dans le métro? Monsieur Baptiste, on vous pose la question directement, est-ce que vous trouvez ça normal, ou est-ce que vous allez vous activer pour permettre à Louise de vivre une scolarité normale et qu'elle puisse aller suivre ses cours? Ou est-ce que ça va continuer comme ça et les universités vont continuer à être des zones de non-droit, voilà, où vous ne faites rien, vous ne dites rien? Est-ce que vous êtes ministre ou est-ce que vous êtes allié ou est-ce que vous vous lavez les mains suite à ce qui se passe dans vos universités? On aimerait bien vous entendre, monsieur le ministre. On aimerait bien vous entendre. Il ne fera rien parce qu'avec l'Union, on lui a déjà remis un rapport qui est très sourcé, qui est très documenté, avec des dizaines et des dizaines de plaintes à la pluie. On a eu 0 réponse. Là, on parle quand même de sécurité d'étudiants. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'en fait, toute la classe politique est en train de lâcher l'enseignement supérieur public. Les facultés, les universités sont complètement abandonnées. Les étudiants d'aujourd'hui, c'est les chercheurs, c'est les enseignants, c'est les travailleurs, c'est les décideurs de demain. C'est très grave en fait de lâcher et de complètement abandonner l'enseignement supérieur. Et vous nous aviez raconté aussi, vous étiez pris une bassine d'eau. On vient avec. Oui, mais ça c'est gentil encore la bassine d'eau. Ça, mais en fait, je pense que c'est grave parce que c'est monnaie courante et même moi ça m'étonne plus. Pour vous dire, quand on me prend en photo sur les campus et qu'on débarque pour m'agresser, et je pense que c'est ça le plus grave, c'est que ça ne m'étonne plus. En fait, je suis habituée. C'est-à-dire qu'un matin, vous arrivez à la fac et vous prenez une bassine d'eau. Mais oui, clairement. Et je regarde toujours derrière moi, même quand je vais faire mes courses, quand je sors de chez moi, je regarde toujours par mon balcon. Ces gens sont tellement fous, ils sont tellement malades. C'est des milices. Ils vous suivent, ils vous harcèlent, ils vont jusqu'à appeler vos parents. C'est des malades. Ils vont jusqu'à appeler là où vous travaillez. C'est des malades, ces gens. Vraiment. Ils appellent vos parents? Mais oui, ça arrive. Oui, il y a des militants comme ça où leurs parents ont été appelés. Oui. Oui, Johan. Mais Louise dit qu'elle n'est pas inquiète. Mais moi, je veux dire, je suis inquiète pour elle. Je suis inquiet pour elle. Parce que, pardon, mais quand on dit je vais te faire une Charlie Kirk, je pense qu'il ne faut pas prendre ces paroles à la légère. Je pense que ça finira comme ça. C'est vraiment ce qui peut arriver. Un jour, il y aura un mort. Parce que vous l'avez dit, ils sont fous, ils pensent qu'ils se battent pour une cause, qu'ils sont là, qu'ils luttent contre le fascisme, etc. Donc je pense que certains d'entre eux sont capables de tout et que si le gouvernement, alors je compte pas trop sur celui-là, mais si ceux qui vont arriver, les prochains, ne prennent pas de véritables mesures pour mettre hors d'état de nuire ces criminels, bien, je vous assure, ça finira avec un drame. Et Louise, la dernière fois qu'on s'était vu, vous m'avez dit j'ai arrêté de porter plainte parce que ça sert à rien. Mais je porterai pas plainte là, ça sert à rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Entre Donc, TBM qui veut pas me communiquer les vidéos de surveillance ou le fait qu'à chaque fois ça soit classé sans suite, même à l'université, même le personnel de l'université, mais ils font rien pour nous, ils sont d'accord avec eux. Vous avez des étudiants qui font une guillotine avec la tête du président. Il ne fait rien. Ils n'appellent même pas les CRS pour débloquer la fac. Ils saccagent l'université tous les ans. Tous les ans, au mois de mars, ils trouvent... Alors là, je me demande si ça va pas être pour le Venezuela, parce que la Palestine, ils l'ont déjà fait. Ou peut-être que cette fois-ci, ce sera pour le Venezuela. Mais c'est toujours la même chose. Ce qui est terrible, c'est que vous avez dit il y a une seconde qu'ils étaient pourtant minoritaires. Oui, ils sont minoritaires, mais... c'est insensé. Que voulez-vous, quand vous avez des étudiants qui sont très peu politisés, que vous arrivez les chercher de force quand ils sont en cours, et le personnel aussi est agressé, et qui bloquent tout, et qui sont là, rejoignez la mobilisation, c'est trop bien. Moi, en L1, à 18 ans, j'étais là en mode, qu'est-ce qu'ils font? Et puis vous rejoignez le truc. C'est très facile pour eux. Et vous n'êtes pas frustré de vous dire, j'ai arrêté les cours? C'est eux qui ont gagné, quoi. Je peux plus aller à l'université, j'ai arrêté les cours? Non, j'estime pas que c'est eux qui ont gagné parce que le combat, je continue à le mener. Je pense qu'ils auraient gagné si j'avais arrêté. J'arrêterai pas. Et je leur dis, parce que je sais qu'ils m'écoutent, je sais qu'ils me regardent, ils me le disent souvent, la chialeuse de CNews, comme ils m'appellent. Et je sais que ça les dérange. Je sais que ça dérange Martin, je sais que ça dérange Maya, ça les dérange tous. Et je sais que c'est les premiers aussi à m'agresser, mais ils me font pas peur. Mais je leur dis vraiment, vous ne me faites pas peur et je n'arrêterai pas. Et mes études, je les reprendrai. Voilà, que ce soit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mon bac +5, je l'aurai. Vous êtes très courageuse, Louise, parce qu'on a vu les images. Ils sont 80-100, vous êtes toute seule. Mais voilà. Oui, mais ils feront Non, mais rien. c'est des lâches. Oui, c'est des lâches. Oui, c'est des lâches. C'est des immenses lâches. On revient à Caen. Lino,
Il a témoigné chez Elliott Deval ce week-end. Donc Lino, journaliste qui veut aller débattre dans les facs avec des étudiants qui ne pensent pas comme lui. 8 000 € de matériel cassé, enfariné, des gardes à vue avec le soutien de LFI qui se rend au commissariat pour afficher un soutien. Voilà, LFI soutient la violence. Et après, ils sont classés extrême gauche et ils viennent pleurer. Ils pleurent en meeting, on n'est pas d'extrême gauche. Ah bon, ils sont pas d'extrême gauche ? Eh bien, écoutez Lino, il a témoigné chez Elliott Deval. La violence, elle est de leur côté. Nous n'avons pas de réaction, malheureusement. Donc, ce qui est compliqué, c'est que nous avons deux réactions. Il y a eu Thomas Porte, comme vous l'aviez cité, qui se félicite de la chose. Et même pire, Emma Fourreau, donc, qui est eurodéputée de la France Insoumise, qui se félicite de la chose, qui dit que la violence, elle était de notre côté, que nous sommes un torchon, etc. Et qui rend même visite aux assaillants que nous avons justement filmés. Et en fait, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a une inversion accusatoire, en vérité. Et donc, nous avons évidemment porté plainte. Nous sommes 4 à l'avoir fait. Une personne du collectif Némésis, un représentant du RN, ainsi que moi et mon caméraman. Et comme dit, vous l'aviez très justement souligné, il y a une indifférence en fait médiatique qui soit occulte ce qui s'est passé, soit renverse complètement l'accusation et inverse ce qui s'est passé. Voilà, personne n'en parle, c'est ce que dit Lino. Et c'est vrai, visite de soutien par la France Insoumise en garde à vue. On a le droit de lyncher comme ça, qui que ce soit, s'il est de droite. Alors s'il est de droite, vous avez tous les droits. Vous avez tous les droits, vous pouvez... Et il n'y a pas de conséquences. C'est ce qui est frappant avec le témoignage de Louise, ce qui est frappant... Vous avez porté plainte, on ne sait pas jusqu'où ça ira. Et les tweets de LFI, même chose, il n'y a pas de conséquences. C'est-à-dire que quand vous êtes de gauche ou d'extrême gauche, vous avez le droit de légitimer la violence, quoi. Bien sûr, et vous l'avez vu, le témoignage de Lino, hein, c'est un gars sympa, à aucun moment il a la tête de quelqu'un de violent, d'extrême droite, il est vraiment dans une démarche, vraiment je le dis, il est dans une démarche d'ouverture, etc. Même certains parfois disent, mais à quoi bon en fait débattre avec la gauche ? Mais vous savez ce qui est intéressant, c'est que s'ils s'en prennent aujourd'hui à un journaliste qui pourtant a des caméras, qui a une possibilité du coup d'aller en parler dans les médias, comme il le fait chez Elliott Deval, imaginez le risque que prennent les militants de l'UNI. Imaginez le risque que prend Louise. Bah oui, vous avez vu que ça a des conséquences. C'est exactement ça, c'est la raison pour laquelle on y va, parce qu'en fait, c'est pour montrer aussi comment ça peut se passer. Dans certaines facs, heureusement, il y en a, ça se passe bien, mais pour les militants de l'UNI, ça fait des années qu'ils vivent cela dans une indifférence générale aujourd'hui, parce que quel est l'objectif ? Il ne faut pas croire, c'est ça le fascisme. Quel est l'objectif de ces militants ? C'est qu'à un moment, de faire en sorte que tout le monde abandonne, que tout le monde baisse les bras, parce que la première agression, on en parle un peu. La deuxième agression, on en parle encore. Et la troisième, qu'est-ce qu'on finit par dire ? Il l'a un peu cherché. Pourquoi est-ce qu'il va provoquer ? Il a qu'à changer de fac. Vous savez, c'est un peu, rappelez-vous, comme ce qui s'était passé à Saint-Ouen. Vous savez, ces jeunes de primaire qui avaient dû être décalés parce qu'il y avait un trafic de deal. Plutôt que s'en prendre aux Ils avaient déplacé l'école. Parce qu'il y avait un point de deal. C'est pas le point de deal qu'on déplace, c'est l'école. Exactement. Et c'est la même chose d'une certaine façon. Pourquoi quelqu'un de droite, finalement, irait à la fac ? Pourquoi quelqu'un de droite irait à Tolbiac ? Il l'a bien cherché, voilà, c'est ça, oui. Il avait qu'à pas venir là, c'est lui qui provoque, etc. C'est ce qu'ils disent, Louise ? Et bien sûr, c'est ce qu'ils disent. Moi, l'agent de sécurité m'a vraiment dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu sais très bien comment ça va se passer. Alors, excusez-moi de faire des études. Excusez-moi, on est en période d'élection. J'ai quand même un élu avec l'UNI. On a un élu à Bordeaux-Montaigne. Donc, on représente des étudiants, en fait. Donc, non, je ne vais pas partir. Alors, écoutez à nouveau Lino qui témoignait chez Elliott Deval ce week-end. Ce qui est peut-être encore plus grave, c'est qu'il y avait des exhortations directes de la part de ces factions de saboter notre travail. En fait, il y avait des messages qui circulaient la veille de notre venue pour expliquer une chose, il ne fallait pas faire acte de violence. Alors non pas parce que le principe de non-violence dans un débat, absolument pas, c'est que nous pourrions filmer la chose et en faire un argument de communication. Mais ils appelaient tout de même à saboter notre matériel, à crier pour que la chose en fait ne se déroule pas. Donc, quelque part, il ne s'en cache plus. Récemment, il y a quelques jours, il y a une circulaire du ministère de l'Intérieur qui expliquait que la France Insoumise était un parti d'extrême gauche. Enfin, j'ai presque envie de dire enfin, puisque là, on en a une représentation directe, à l'instar de ce qu'on a pu dire avant. Et Emma Fourreau, Thomas Porte, ils s'en félicitent. Sébastien Ligné. Non, parce que sur cette histoire, on pourrait aussi parler de la fameuse confraternité des journalistes. Ça, les confrères. Les confrères, normalement, tout le monde se soutient. Tout le monde se serre les coudes. Alors là, il n'y a plus personne. Dès qu'il y a un journaliste de Frontières qui est attaqué, personne. Pas un tweet, pas un message. Ils sont ravis. Oui, même ils célèbrent. Quand des équipes de CNews sont agressées en manifestation, pas un communiqué. Pas la CGT, la carte de presse, rien du tout. Par contre, quand des chaînes ferment, alors là, oui. Là, quand des chaînes ferment, on peut applaudir. On dit, la chaîne n'a pas respecté ses droits, tant mieux elle ferme, même si ça met des centaines de CDI au carreau. C'est toujours pareil, parce qu'il y a aussi une complaisance médiatique. Non seulement il passe sous silence ces agressions, mais en plus, au fond, il les encourage. Parce qu'au fond, il considère qu'on ne fait pas le même métier. C'est ça le sujet. Donc en fait, à partir du moment où ce journaliste n'est pas vraiment un journaliste, on a le droit de l'agresser, puisqu'il n'est plus sacré. Voilà, c'est cette logique insidieuse qui est en train de pénétrer les esprits. D'ailleurs, vous me faites penser, un journaliste de droite n'est pas un journaliste, c'est un militant. Mais alors un journaliste de gauche, il est neutre.
neutre. bien sûr. Quand vous êtes de gauche, vous êtes neutre. C'est ça qui est Il extraordinaire. prend parti. Ouais. Ah, il a le Et droit quand de vous prendre êtes des d'extrême partis. gauche, vous êtes journaliste engagé. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est extraordinaire, ça. C'est fou. Alors qu'en plus, même si on considère qu'un journaliste est un journaliste d'opinion, la presse d'opinion a toujours existé. Toujours existé. Donc, de commencer à les qualifier de militants, c'est une façon pour une certaine presse de légitimer qu'on s'en prenne à eux. Mais un dernier point, c'est encore pire. Il y a certains antifas aujourd'hui qui sont tout simplement les sources de certains journalistes Bien sûr. d'extrême gauche, par exemple de Street bah, j'ai Press, un- de Libération, vont avoir des informations sur des militants d'extrême droite parce que ce sont des militants antifa qui leur donnent. Et donc moi ma question c'est que pourquoi dans ce cas n'écrivent-ils pas sur ces Eric. militants? Parce qu'ils savent sinon ils auront plus J'ai d'argent. un très bon exemple. J'étais d'ailleurs avec Sieur Torres ici présent. C'est vrai. Déplacement d'Éric Zemmour à Calais pendant la présidentielle. Absolument. C'était moi qui avais sorti l'info d'ailleurs. C'était un journaliste, De France 5. un journaliste du service public qui informait les antifas de la présence d'Éric Zemmour et de là, parce que le Dans un déplacement était tenu secret pour justement éviter la présence des antifas, donc ils n'avaient pas le déroulé du déplacement. Bah, s'ils l'avaient grâce à un journaliste de France 5 qui avait mais qui n'est plus depuis à France 5, hein, mais qui avait le déroulé et qui fournissait cela aux antifas. Et c'est pas une fake news. 2022 Calais. Pour qu'ils viennent courir la campagne d'Éric Zemmour. Même la chaîne de service public l'a mise à pied. Jean-Claude Dacier, voilà, vous avez eu 2 exemples très Ça fait précis. peur, hein. Ah bah, ça fait peur. Parce que moi, j'ai été, quelle année, je ne sais plus, mais quelque part à Assas où c'était assez chaud. À Assas, c'était une tradition. Mais là, il me semble qu'on va plus loin, c'est-à-dire que tout est permis quand on s'attaque, entre guillemets, à l'extrême droite, tout est possible. Ouais. Même à la limite de vous précipiter sous les roues du tramway, ça ne les gênerait pas. Donc, on est dans une situation qui est très inquiétante parce que ça n'a probablement jamais atteint un tel degré de violence. J'espère que vous réussissez quand même à suivre des cours à peu près convenablement. Non, c'est terminé, Louise. Totalement abandonné, c'est bon. Non, mais en fait. Vous vous rendez c'est- compte où on voilà. en est? Vous avez complètement abandonné. Non, mais là, c'est bon, je fais une pause, je reprendrai en septembre, parce que juste pour ma sécurité, c'est pas possible. Mais oui, ça me frustre. Je vous le dis sincèrement, Ben oui, ça oui, me y a frustre. quoi. Mais là, pour ma sécurité, bah, je vais reprendre un master en distance. Voilà. Il faudrait peut-être que le ministre, tout de même, on l'a dit tout à l'heure, vienne qui a de lancé gauche. un appel, Voilà. mais il se préoccupe Non, mais- un peu. Mais il n'a pas la Mais main. les amis, dans quel pays on vit Non, mais c'est le les- minimum qu'il fera, ça sera toujours ça. même Oui, pas un il sera tweet, bienvenu. Mais, bon, mais il est hélas, maître de la situation, Jules, grâce à un entend pas. observateur. non, Jules, mais c'est vrai. Non, mais c'est une- Donc, Ouais. Jules, on a quand même donc une jeune femme parce qu'elle est de droite, c'est elle qui doit faire le master à distance, qui peut plus aller pour sa sécurité à la fac. C'est Elle peut plus y insensé. aller pour sa sécurité. Mais vous savez, mais il est minable, ce ministre de l'enseignement Je le supérieur crains. nommé Philippe Je le Baptiste. crains. C'est-à-dire Je le que crains. quand vous avez... Je retire le mot minable pour vous. Je retire Oui, Lamentable. c'est bien. Il mène une politique médiocre. Voilà. Je considère Je retire que le mot minable pour quand vous. vous avez un professeur qui Vous ne s'appelle fassiez Philippe pas Balanche, atomiser. quand vous avez un professeur qui s'appelle Philippe Balanche, que vous mettez 3 semaines... Fabrice Balanche, pardon, qu'il est menacé, qu'il ne peut plus faire ses cours, et quand il fait ses cours, il est obligé d'avoir un officier de sécurité que vous mettez 3 semaines pour faire une semi-réponse, je trouve ça minable. Quand vous avez des étudiants et des journalistes qui, dans les D'accord. universités, sont menacés, ne peuvent plus eh bien, participer à l'enseignement, doivent être obligés eh bien, d'être persona non grata, de revenir en septembre quand vous êtes au mois de février, je trouve ça minable. Quand vous avez un monsieur qui a été directeur du cabinet de Madame Vidal, qui, elle, voulait une enquête sur l'islamo-gauchisme dans les universités, que quelques années plus tard, il vous dit que l'islamo-gauchisme n'existe pas et qu'il n'y aura pas d'enquête sur l'islamo-gauchisme dans les universités, je trouve ça minable. Donc à la fin, Et les minable, listes plus d'étudiants minable, plus minable, bah, ça fait un ministre minable. Ah non, mais vous n'allez pas me le refaire le coup. Et l'armée. J'ai essayé de vous modérer. Médiocre. On peut juger une politique minable, pas les individus. Bien Mais- sûr, mais je voilà. parlais du ministre. Hein. J'ai Il pas faut dit, décorréler oui, oui. l'individu. Bah oui, vous avez parlé du ministre. En, oui, pas du... en sa qualité de ministre. Oui. Dites, J'aime beaucoup l'homme, le ministre. un dites petit le peu moins. ministère, si vous voulez. Mais on ne juge pas les individus minables, s'il vous Louise plaît. l'a dit, pourquoi il mène une politique minable? Mais parce qu'il a plus le pouvoir aujourd'hui. Qui a le pouvoir dans les universités? Ce sont les étudiants, ce sont certains professeurs qui pactisent c'est ce qu'on- totalement avec les étudiants, voire certaines directions Eh oui. qui se lavent les mains de certaines situations. Aujourd'hui, vous avez certaines facs où le gouvernement ne rentre plus. Il n'est plus maître dans ces établissements. Eh oui. Ils sont autonomes. Ce sont des petites zones de non-droit, des petits quartiers perdus de la République, comme on disait à l'époque. bien sûr, c'est des Mais zones c'est la de même non-droit. chose. Voilà. Mais c'est des zones de non-droit. Ce sont des zones perdues de la République. Mais bien Parce que sûr. c'est des universités. Mais Bon, il y a bah, c'est quand même un problème. il y a certains profs, c'était les antifas de hier et d'avant-hier. Voilà, il y a certains de ces jeunes aujourd'hui. Vous savez, c'est un peu comme quand on parle, vous savez, de la crise des mineurs, on va dire les parents. C'est-à-dire, d'un coup, un délinquant, s'il devient parent, il fait partie de l'entité parent et il s'est responsabilisé. Ben, il y a une partie des jeunes professeurs aujourd'hui qui ont 24, 25 ans, avant d'être fameux professeurs. Ils étaient militants d'extrême gauche, ils étaient antifas et ils n'ont pas
pas changé. Vous nous parlerez de la jonction entre certains profs et les militants d'Antifa dans un instant et de comment on peut sortir de là. Et puis on va vous prendre un autre exemple sur la violence d'extrême gauche, dans des plaies à LFI. Ce qui s'est passé cette fois à Avignon, lors d'un meeting de Raphaël Arnaud, où votre journaliste a été enfariné, poursuivi là encore par plusieurs militants, parce que c'est de meute, ils agissent toujours en meute. Ils sont allés se plaindre auprès des policiers. Très drôle. Auprès des policiers pour faire exfiltrer votre journaliste. La police tue, c'est ce qu'ils répètent en permanence, et puis après ils vont pleurer dans les bras des policiers. Non mais excusez-moi, bah, ils osent tous, c'est même à ça qu'on les reconnaît. À tout de suite. De retour dans 100% politique, on parle, vous savez, de la France insoumise qui a été qualifiée d'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur, et on prend des exemples précis de tout ce qui s'est passé ce week-end. Vous avez suivi le témoignage de Louise qui est restée sur ce plateau, le témoignage d'Éric avec son journaliste Lino qui a été pris pour cible à Caen par des antifas. Désormais, on se rend à un meeting de Raphaël Arnaud, le chef des antifas, le big boss. Ça se passe à Avignon. Et voyez ce qui s'est passé donc pour Jordan Florentin, journaliste donc à Frontière. Il fait pas bon être journaliste à Frontière. Hein. Et j'espère qu'il y a des points. Ça va pas m'aider pour le recrutement. Il y a des primes. Il y a des points de risque. Il y a des points pénibilité retraite en Donnez plus. pas Hein. trop d'idées non plus. Donc Jordan Florentin, il va couvrir le meeting de Raphaël Arnaud, qui est accompagné de Jacques-Élie Favreau, qui est le collaborateur de Raphaël Arnaud, et donc il a été enfariné. Vous voyez cette séquence, c'était ce week-end. Vous ne me touchez pas. Ça va. Filmez bien la personne là. Charles, filme bien la personne qui nous a farinés. Vous cautionnez ça? Vous cautionnez cette violence? Attends, ça a résisté ou pas? Vous cautionnez cette violence? mon gros. Et le gilet, Vous il est cautionnez intact. cette violence? Le gilet, il est intact, c'est vraiment. Charles, continue, on est en direct. Vous cautionnez ce qui vient de se On est en passer? direct. Vous cautionnez ce qui vient de se passer? Allez, on va retourner à la voiture, les gars, parce que là, on n'est pas là pour faire une omelette. Donc, on va Vous retourner. cautionnez ce qui vient de se passer? Ouais, je cautionne tout. Allez, Ah, toi, gilet pas. très bien. Vous cautionnez Tu tout. vas aller à la voiture, moi. Non, par contre, tu arrêtes de me pousser en fait. C'est très simple. C'est toi qui me C'est très simple, tu ne me touches pas. Arnaud, donc, qui était à ce meeting, c'était son meeting à tweeter, et encore une fois, il légitime ce qui s'est passé. Une dizaine de fascistes ont tenté de venir perturber la réunion publique de ce soir à Avignon. Or, vous étiez là pour couvrir l'événement, enfin, vous étiez même devant le meeting, vous n'étiez pas dans le meeting. Échec total pour les nazillons et salle pleine à craquer pour la venue d'Antoine Léaumont en soutien à la liste de Mathilde Louvain. Avignon est antifasciste, donc même chose, vous avez le droit de vous en prendre à des journalistes de Frontières parce que c'est un média de droite. Vous avez tous les droits. Et donc ensuite, vous avez le collaborateur de Raphaël Arnaud qui va se plaindre auprès de la police qu'ils insultent matin, midi et soir de la présence de Frontières. Bonsoir, Jacques-Élie. Vous allez leur dire la police tue, comme vous dites dans tous vos meetings? Bonsoir. Bonsoir. On a des militants d'extrême qui veulent troubler notre. Attention, ils vont peut-être vous tuer. Hein. Si vous dites que la police tue matin, midi et soir. Donc on les empêche de rentrer, vous le voyez, sans violence, sans. Sans violence? On a toutes les images, monsieur. Et donc on voulait savoir ce qu'on fait, en fait. Là, ça fait 1 heure, c'est un peu long. On a le droit de rester dans l'espace public ou pas? Sur la voie publique, là. Ouais. Sur la voie publique, ils ont le droit de circuler sur la voie publique. Voilà. Ok, donc on attend juste pendant 1 heure qu'ils partent. Non, parce que vous avez dit que vous allez nous empêcher physiquement de passer. Mais on est d'accord qu'ils n'ont pas le droit d'entrer dans notre meeting. Ouais. On est rentré dans le meeting ou pas, monsieur? Bien sûr. Non, juste vous n'allez pas rentrer, mais on va passer 1 heure comme ça, en vrai, on va se marrer. Est-ce que vous assumez ce que dit Antoine Léaumont, la police tue? Ah, voilà, non mais regardez, genre, il est devant des policiers, il n'assume pas. Voilà, donc c'est le journaliste qui est agressé, qui est enfariné, et après, c'est le collaborateur de Raphaël Arnaud, dont c'est le meeting et dont les militants ont agressé vos journalistes, qui va se plaindre auprès des policiers, Eric. Inversion en permanence. Ouais, cette séquence est lunaire. Alors d'abord, vous imaginez un peu comment on a régressé. C'est-à-dire que normalement, ça aurait déjà fait bronca qu'un journaliste n'ait pas le droit de venir couvrir un meeting. Là, on n'en parle même plus, c'est déjà plié. Chez Jean-Luc Mélenchon, dans tous les députés de la France Insoumise, vous êtes un média de droite, vous n'avez pas le droit d'y aller. Moi, je me souviens pendant des années, quand Mediapart ou un journaliste de gauche était interdit dans les meetings du Rassemblement national, ça faisait la une, y compris dans les médias de droite qui n'étaient pas d'accord avec cette position. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, en effet, c'est que je suis désolé d'aller couvrir tout simplement un meeting de la France Insoumise. Moi, je pensais que souvent, l'extrême gauche critiquait les médias de droite en disant « vous ne parlez qu'entre vous, vous ne nous donnez pas la parole, vous ne respectez pas l'équilibre, etc. » Donc quand on va couvrir leur meeting, finalement, on se retrouve à être violenté. Et cet homme, en effet, c'est intéressant. C'est un collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud. C'est Raphaël Arnaud, c'est quand même le multifiché S qui a été définitivement condamné pour violence en réunion. Il a fait rentrer avec lui toute une panoplie de collaborateurs violents. Cet homme, notamment, est cité dans une plainte qui date de 2000
2024 lors d'une agression de militants de droite, notamment à Saint-Étienne. Il est totalement dans une logique débridée. Dans une autre vidéo, il dit à Jordan Florentin « Je te frapperai si jamais tu ne portais pas plainte contre moi ». C'est cela qui se passe. Et on se retrouve même, il y a toute la panoplie. Hein. Il y a également un militant qui vient, en tout cas quelqu'un qui a l'air de connaître les militants de la France Insoumise et qui arrive et qui se vantait de lui montrer tout simplement des vidéos du point de deal à 100 mètres, parce qu'évidemment le meeting de la France Insoumise était à quelques encablures d'un point de deal, et les gens visiblement du point de deal étaient ravis de se pointer et de fanfaronner devant les caméras en disant « Ah, t'as vu la vidéo, il y a tout un point, etc. » Donc vraiment, c'est absolument lunaire ce qui se passe. Alors voyez encore, vous journalistes pris à partie par un militant de la France Insoumise. Pourquoi tu me snaps? T'es un backup pour me snapper? Enlève ton téléphone. Tu fais quoi là? La police le snap comme ça? Est-ce que la police le snap comme ça? Est-ce que la police le snap comme ça? Alors, droit d'auteur, frérot. Droit d'auteur. Tu vas pas de mannequin. Voilà le quotidien de journalistes de droite qui vont couvrir un meeting de la France Insoumise, Yohann Usaï. Ben oui, des journalistes qui sont harcelés par la racaille, parce qu'on a affaire là à des racailles. Ça me semble assez évident. C'est cette même racaille qui met la France à terre depuis des années et que les Français honnêtes, qui heureusement sont de la très 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 grande majorité des personnes qui composent de ce pays, mais la très grande majorité des pays doit subir le comportement de ces racailles qui est en train de mettre la France à terre, la réalité est celle-ci. Donc moi je crois maintenant, quand on a parlé de la France insoumise, et j'en viens à cela, je crois maintenant qu'il faut absolument que l'ensemble des partis politiques républicains de ce pays dresse ce qu'on a appelé pendant longtemps un cordon sanitaire, mais cette fois autour de la France insoumise. Parce qu'il en va de l'honneur de la France que des personnes comme Raphaël Arnaud ne soient pas réélues et ne puissent pas siéger au Parlement pour représenter les Français. Je crois que Raphaël Arnaud, François Hollande s'est allié avec lui. Le principal enjeu politique désormais pour tous les partis est de faire en sorte que la France insoumise soit mise au banc de la République, parce qu'évidemment, la France insoumise est tout sauf un parti républicain. Mais on en parlera à 22h, Sébastien Ligné. Olivier Faure, il est choqué que LFI soit considéré d'extrême gauche. Ils se sont alliés à 2 reprises avec LFI. François Hollande, ancien président de la République, on aime ou on ne l'aime pas, c'est une autorité morale. Il se retrouve dans une alliance avec des Philippe Poutou, avec des Raphaël Arnaud, un ancien président qui a dirigé notre pays pendant 5 ans. Et si demain il y a une nouvelle dissolution, et si demain en 2027 il y a des élections législatives dans la foulée, ils y retourneront? Ils vont retourner s'allier avec ces gens-là? Je rajouterai à votre liste que nous avons entendu un ancien Premier ministre, M. Gabriel Attal, appeler sur les ondes du service public à voter pour un candidat LFI plutôt qu'un candidat RN aux législatives. Donc, je tiens à souligner que chez Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk, dans La France en face, il avait dit qu'il regrettait ce choix. Et j'espère qu'il le regrette sincèrement. Souvenez-vous, il était allé faire campagne, il avait quasiment fait contre-front avec Raphaël Arnaud, si on veut être tout à fait honnête. Et si vous voulez, il y a le cas de Gabriel Attal, il y en a plein d'autres. On pourrait même parler de candidats LR qui ont été élus grâce à des désistements en leur faveur de candidats du nouveau Front populaire. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'inquiète profondément au premier degré, c'est que là, on parle de Raphaël Arnaud qui est un simple député pour l'instant. Mais ces comportements, qu'est-ce qui se passera selon vous si dans 10 ou 20 ans, ils ont le pouvoir? Si Raphaël Arnaud, il est plus député, il est ministre. Si son collaborateur, il est plus collaborateur, il est conseiller ministériel. Qu'ils auront l'appareil d'État pour eux. Qu'est-ce qui se passera selon vous? Est-ce qu'on sera toujours totalement en démocratie? Je ne suis pas sûr. Est-ce que la presse sera totalement libre? Je ne suis pas sûr. Est-ce que toutes les chaînes privées qui ne pensent pas exactement comme l'État dirigé par la France Insoumise seront toujours ouvertes? Je ne suis pas sûr. Donc ce qui est inquiétant, c'est que là, on voit les prémices d'une méthode qui demain peut diriger le pays. Et le problème, c'est qu'une méthode à ce niveau-là, elle ne peut que se décupler. Et si un jour, ces gens, et c'est pour ça que je rejoins Yohann, c'est que pour moi, en effet, c'est le plus gros danger, c'est si demain, ils sont en capacité de gouverner, ils utiliseront ces méthodes pour la violence, pour rabasser leurs adversaires, et quand ils seront au pouvoir, ils ne lâcheront plus le pouvoir. Et j'ajoute, vous avez 100% raison à la liste que vous venez de faire, c'est du même ordre quand, on vous le citait d'ailleurs souvent, cet exemple quand Antoine Léaumont dit qu'il faut attraper les riches par les cheveux, quand M. Mélenchon dit les préfets en prison, ceux qui ne suivront pas notre ligne. Donc, évidemment, mais de toute façon, quand vous êtes un fan de Maduro et d'Hugo Chavez, vous ne pouvez pas être un grand démocrate qui n'est pas une dictature selon Sofia Chikirou, qui est assez proche, paraît-il, de Jean-Luc Mélenchon. Donc, évidemment que vous n'avez pas une vision du pouvoir démocratique. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir à la France Insoumise.
c'est pas Il n'y a pas très des élections horizon. internes. Hein. C'est pas, voilà, il n'y a pas tout le monde qui donne son avis. Hein. C'est un mouvement où le saint chef et le saint tribun décident tout seuls. Mais vous avez raison, et je pense que Johan a raison d'utiliser ce mot. La France Insoumise est un parti aujourd'hui de racaille, c'est un parti violent. Il suffit juste de regarder le CV de ses principaux porte-parole. Le premier en chef, Jean-Luc Mélenchon, condamné pour acte de rébellion et acte d'intimidation contre un procureur de la République. C'est quand même quelque chose de fort. Il n'y a pas beaucoup d'élus, en tout cas, ou de non-élus qui ont été condamnés pour cela. On pourrait citer M. Delogu, qui a été condamné pour violence aggravée parce qu'il s'en est prise notamment à une CPE lors d'un blocus à Marseille, lors d'un blocus coup de pied universitaire, absolument un coup de pied. Vous avez M. Arnaud, vous avez rappelé sa condamnation. Vous avez M. Porte qui s'amuse avec la tête de M. Dussopt à mettre la tête de M. Dussopt sur un ballon de football en mettant son pied dessus. Si ça, c'est pas un acte de violence ou un appel à la violence, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez ceux, évidemment, qui sont avec le narcotrafic. M. Carbrat, qui achète de la drogue à un gamin de 14 ans. Vous avez le dealer Louis Boyard. Vous avez ceux qui frappent leurs femmes. Hugo Prévost, Adrien Quatennens. Enfin, voilà la France Insoumise, qu'est-ce que c'est? Si ça, c'est pas un parti de racaille, quand vous voyez la liste des condamnations, et là, je vous ai cité les 10 meilleurs exemples, mais il y en a des dizaines et des dizaines d'autres. Voilà la réalité. Est-ce que vous avez sur les campus des gens qui sont en lien direct avec la France Insoumise, Louise? Je ne sais pas si c'est des liens directs. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est leur figure. Hein. C'est des héros pour eux. Et c'est bien le problème, en fait. Parce que quand vous avez un député qui déjà est triple fiché S et puis déjà condamné en plus pour violence volontaire en réunion, en plus de ça, il accepte au banc de la République quand même. Il faut se poser des questions là déjà. Donc déjà, quand vous avez un élu qui vient vous voir pendant les élections universitaires, ça s'est passé à Aix-en-Provence, et qui vient prêter main forte à l'Union étudiante et l'Union pirate, qui publie des visuels sur nous, appelant délibérément à nous frapper, et que Raphaël Arnaud dit il faut que toute la jeunesse se mobilise, cordon sanitaire contre l'Uni, contre la cocarde. Et je remarque aussi, Louise, que quand vous êtes de l'extrême gauche, Louis Boyard, Raphaël Arnaud, Manon Aubry... C'est leurs héros, hein. Oui, mais ils peuvent entrer comme ça à l'université. Oui. Ah oui, Par contre, Jordan Bardella, il ne peut pas y mettre à pied. Mais non, Même mais vous n'y François pensez Hollande, même pas. Vous n'y pensez même pas. L'année dernière, avec l'Uni Bordeaux, nous avions tenté de faire une conférence avec un général des armées, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, quelqu'un en lien avec l'armée. Vous pensez bien que la conférence a été annulée, hein, sinon c'est pas rigolo. Voilà, donc eux, c'est entrée libre pour tout le monde, pour toute la France insoumise, alors qu'ils ont des casiers judiciaires longs comme ça. Et en fait, c'est leur héros, donc faut pas s'étonner en fait. Quand j'entends certains membres du gouvernement s'étonner de toutes ces violences-là, mais ça étonne qui aujourd'hui, quand vous avez des élus de la République qui légitiment ces violences? C'est normal en fait que les étudiants deviennent violents, puisqu'ils se disent quoi? Bon, de toute façon, Raphaël Arnaud, triple fiché S, déjà condamné, mais il est quand même député. Pourquoi moi je pourrais pas le faire? Et je rappelle que votre journaliste Jordan Florentin, qui a été enfariné donc, ce week-end à Avignon en marge du meeting de Raphaël Arnaud, c'est son quotidien. Dès qu'il fait une manifestation ou une manifestation de gauche ou d'extrême gauche, il est pris pour cible immédiatement, Éric Tegner. Il est systématiquement attaqué, agressé, insulté. Après, il va être lynché sur les réseaux sociaux. En règle générale, quand il va à une manifestation, on est obligé de lui prendre un service de sécurité. Moi, honnêtement, sur ce déplacement, typiquement à Avignon, lors d'un meeting pour les élections municipales, je ne m'attendais pas à ce qu'il faille envoyer un service de sécurité. Et c'est ça l'immense problème qu'on a, c'est qu'in fine, les journalistes ont fini par leur dire ne faites plus votre travail. Et il n'y avait pas beaucoup de journalistes qui étaient présents pour ce meeting. Pourtant, c'est important et c'est fondamental de le faire. Mais effectivement, Jordan, il tient, il est courageux, il est très courageux parce qu'à chaque fois, il y retourne parce que leur seul objectif, c'est qu'il arrête. Et donc, morale de l'histoire, est-ce choquant de classer la France insoumise d'extrême gauche? On a vite répondu. Voilà, on va pourtant en parler parce qu'il y a Olivier Faure qui trouve pas ça bien. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui était en meeting ce week-end, figurez-vous, qui est très en colère. Il est colère. Et il y a Laurent Nunez qui persiste et qui signe. Et puis on parlera après de la France Orange Mécanique parce que la bande qui a agressé Théo, on en parlait la semaine dernière, ils avaient agressé un autre jeune, Ethan. Ouais. Même modus operandi. On vous saute à pieds joints sur le visage, sur la tête. On veut vous tuer, c'est ça qui se passe en France. Mais non, on n'est pas dans une France Orange Mécanique. Mais non, il n'y a pas d'ensauvagement, répond le ministre de l'Intérieur. A tout de suite. Donc vous avez vu ce qui s'est passé tout ce week-end. On a parlé de ce qui s'est passé avec Éric Tegner, journaliste agressé à la fois à Caen par des antifas et à Avignon par des militants de la France Insoumise en marge d'un meeting de Raphaël Arnaud. Et puis Louise, l'agression que vous avez vécue dans un tram à Bordeaux après avoir été pourchassé par une foule haineuse d'extrême gauche entre 80 et 100 personnes. Ce qui va nous amener à cette question. Était-il juste de classer la France Insoumise à l'extrême gauche? Vous avez le temps du journal d'Isabelle Piboulot pour préparer vos arguments. À tout de suite, juste après. Enfin, c'est tout de suite. Après le journal d'Isabelle. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Gauthier, bonsoir à tous. À la une, plainte pour harcèlement scolaire classée sans suite après le suicide de Camélia. Les investigations n'ont pas permis d'étayer davantage l'existence d'un harcèlement. Le père de la lycéenne envisage de déposer une plainte avec constitution de partie civile afin qu'un juge d'instruction indépendant soit saisi. Camélia, 17 ans, s'est donné la mort le 13 janvier dans une station de RER à Mitry-Mory. Le procès de 9 CRS est ouvert devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits remontant à l'époque des Gilets jaunes. En décembre 2018, les prévenus ont matraqué des manifestants dans un fast-food près de l'Arc de Triomphe. Une scène filmée par plusieurs témoins. Certains ont reconnu avoir manqué de lucidité tout en déplorant le contexte d'une journée surréaliste. L'un d'eux a assuré avoir eu peur pour sa vie ce jour-là. Des mesures d'urgence pour soutenir la cour d'appel d'Aix-en-Provence annoncées par Gérald Darmanin. Parmi elles, un renfort d'effectifs, l'aménagement de 2 salles d'audience d'ici mai et une nouvelle salle d'assises d'ici septembre. Le but étant d'empêcher de devoir libérer une vingtaine de détenus en détention provisoire, faute de pouvoir les juger dans les délais légaux. Les bovins seront de nouveau vaccinés cette année contre la dermatose nodulaire contagieuse. Un parlement du sanitaire a réuni éleveurs, institutions vétérinaires et scientifiques. Le ministère de l'Agriculture précise, la vaccination concernera, comme l'an dernier, les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Emmanuel Macron va nommer Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes. L'actuel ministre des Comptes publics succédera donc à Pierre Moscovici, qui a déjà attiré sa révérence pour rejoindre la Cour des comptes européenne. Elle sera à 40 ans la première présidente de l'institution financière. Cette nomination doit être officialisée mercredi en Conseil des ministres pour une prise de fonction le 22 février. Ghislaine Maxwell exige une grâce présidentielle de Donald Trump. La complice de Jeffrey Epstein, qui purge une peine de 20 ans de prison, s'est abstenue de répondre aux questions d'une commission de la Chambre des représentants américaine. Elle a donc invoqué le 5e amendement lors d'une audition à huis clos ce lundi. Et puis, patience pour Sophie Adenau. Le départ de l'astronaute française vers la Station spatiale internationale, prévu mercredi, est reporté. Le décollage depuis Cap Canaveral en Floride vers l'ISS ne se tiendra pas avant jeudi au plus tôt en raison de mauvaises conditions météo. Isabelle, on vous retrouvera dans 1 heure pour un nouveau point sur l'actualité. Jean-Luc Mélenchon est donc mécontent d'être classé désormais à l'extrême gauche par le ministre de l'Intérieur. Il était en meeting ce week-end. Je propose de l'écouter. Il paraît que le ministre de l'Intérieur a décidé de nous classer extrême gauche. Oui, ou... Alors, extrême gauche, qui est-ce qui décide des classements, monsieur Nunez? Il suffit pas de porter des chaussures à crampons pour être certain d'être équipé d'un cerveau en même temps. Personne ne vous a demandé de faire de la sociologie politique. C'est pas à vous de dire si nous sommes d'extrême gauche ou pas. Il y a des gens qui acceptent l'étiquette d'extrême gauche. Eh bien, nous les respectons, mais c'est pas notre cas. Et si nous sommes classés extrême gauche, d'après vos appréciations au ressenti, pourquoi ne classez-vous pas le PS extrême centre? On n'est pas contre une catégorie extrême centre. Hein. J'en connais, j'en connais quelques-uns. Et Éric Tegner, très intéressant. Alors, c'est-à-dire qu'ils enfarinent les journalistes, enfin leurs militants. Ils disent que les préfets, s'ils ne suivent pas leurs ordres, doivent terminer en prison. Ils intimident leurs opposants politiques. Ils vont rendre visite en garde à vue à des islamistes comme à Elias Dimzalen, à des antifas comme ce qui s'est passé ce week-end avec vos journalistes. Ils s'opposent à l'expulsion d'une membre du Front de Libération de la Palestine, organisation classée terroriste, Mariam Abou Daka. Ils vont rendre visite à Georges Ibrahim Abdallah en prison terroriste. Mais il ne faudrait surtout pas dire qu'ils sont extrémistes, qu'ils ont des comportements extrémistes. Non, pas du tout. C'est des gens modérés à la France Insoumise. Ah ben ça c'est certain. Peut-être qu'ils se trouvent modérés au milieu de cet arc entre l'extrême gauche et l'ultra gauche. On pourrait même ajouter qu'ils ont fait venir des islamistes du CCIE à l'Assemblée nationale. Absolument. Sur invitation de Raphaël Arnaud. Moi, ce qui me surprend, c'est que vraiment Jean-Luc Mélenchon se scandalise de cela. Moi, je pensais que ça allait passer comme une lettre à la poste. Oui. Jean-Luc Mélenchon n'allait pas rebondir. Et là, il nous fait son cinéma, sa comédie, en essayant de nous expliquer que ce monsieur ne serait pas d'extrême gauche. J'ai dit, il y en a qui sont d'extrême gauche. D'ailleurs, ils sont bienvenus
dans mon parti si on veut, mais pas nous. Et effectivement, moi, ces gens-là, je ne les voyais pas se scandaliser lorsque le Rassemblement national ou encore le parti Reconquête étaient qualifiés comme étant d'extrême droite par le ministère de l'Intérieur, parce que honnêtement, le qualificatif d'extrémiste, je ne suis pas certain que ça soit au ministère de l'Intérieur de le délivrer, mais passons. À ce moment-là, ça ne dérangeait absolument personne. Johan, est-ce que la France insoumise a un comportement d'extrémiste? Oui, naturellement. Ils se sont considérablement radicalisés. Ce sont des fascistes d'extrême gauche. C'est un fait et nous l'avons évoqué durant la première heure de cette émission. Oui, mais quand on reste dans le parti, quand on reste dans un parti qui abrite des fascistes d'extrême gauche, excusez-moi, on cautionne et on approuve cela. Donc ça signifie que tous ceux qui sont à la France insoumise aujourd'hui doivent rendre des comptes concernant le comportement de certains qui sont tout de même nombreux. Mais moi, ce qui m'intéresse, au-delà des classifications, des appellations, c'est le danger que représente la France insoumise. Et c'est ce qu'a évoqué Éric à l'instant. La France insoumise, je le dis souvent sur ce plateau, représente le plus grand danger politique qu'ait connu la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un fait, c'est une réalité et il faut que les Français comprennent cela. On ne dit pas ça à la volée, comme ça, simplement par plaisir de critiquer la France insoumise. Ce que nous disons, c'est étayé. Ce parti est un véritable danger parce que les fascistes, désormais, siègent au sein de la France insoumise, parce que ce parti abrite des antisémites, abrite des partisans des islamistes qui représentent une menace existentielle pour notre notre pays, parce que ce parti abrite des partisans de terroristes. Ça a été dit effectivement pour Georges Ibrahim Abdallah, ça a été dit pour Rima Hassan qui est allée en Jordanie manifester sa sympathie pour le Hamas. C'est tout ça la France insoumise. Donc au-delà de la qualification qui me semble tout à fait appropriée, bien sûr que c'est un parti d'ultra, d'extrême gauche, c'est surtout un danger politique majeur pour la France. Et malgré tout ce qu'on a dit, je veux dire, on est très factuel dans ce qu'on dit. Naturellement, on montre toujours, des images et toujours. on cite des exemples précis d'intimidation, de forme, parce qu'on est passé de la stratégie de bordélisation à l'Assemblée nationale à la stratégie d'intimidation. On a encore vu Antoine Léaumont qui s'adresse au perchoir à Sébastien Chenu. Oui. La violence, on a montré des images. Tout ça est très factuel, documenté. Les liens avec les terroristes, quand vous allez rendre visite à Georges Ibrahim Abdallah, quand vous allez en Jordanie, etc. Thomas Porte aussi, on pourrait citer Thomas Porte, où il était quelques jours avant le 7 octobre. 24 heures avant. 24 heures avant. Donc, en permanence, effectivement, il y a des soupçons ou des liens avérés. Quand vous êtes dans la cellule de Georges Ibrahim Abdallah, c'est plus des soupçons. Et quand vous allez leur rendre visite, comme Rima Hassan au Liban après sa libération. Olivier Faure, malgré tout cela, malgré tout ce qu'on dit, le premier parti de gauche pendant des décennies, celui qui a dirigé le pays avec François Mitterrand et François Hollande, eh bien voilà ce qu'il dit. Je ne sais pas si c'est un problème, y compris pour LFI, mais je ne trouve pas ça juste. Le Conseil d'État a déjà tranché cette question et LFI est un parti de la gauche radicale. C'est un parti qui s'inscrit dans un parcours électoral démocratique et on ne peut pas le classer à l'extrême gauche. Alors le RN s'inscrit aussi dans un parcours démocratique et ça ne les dérange pas de les taxer d'extrême droite matin, midi et soir. Jules Torres. Oui, mais bien sûr, vous avez une classification à géométrie variable de la part de la gauche qui ne veut pas que l'autorité administrative, et ça peut se comprendre, décide de tout cela. Mais bon, il suffit juste de regarder l'émission qu'on vient de faire pendant 1 heure pour voir que la France insoumise, objectivement, est un parti violent, on l'a dit, un parti de racaille dont la seule classification peut être à l'extrême gauche. On pourrait parler aussi du piétinement sans cesse de nos institutions. Ça, c'est une caractéristique de l'extrême gauche. Le fait de vouloir renverser le capitalisme, c'est quelque chose qui est à l'extrême gauche. Quand dans La Meute, le livre sur les coulisses de la France insoumise, on fait dire à Jean-Luc Mélenchon, si Marine Le Pen à l'Élysée, moi j'aurai la rue. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est le non-respect des institutions démocratiques? Le non-respect des... Oui, et sur Thomas Porte, j'ajoute qu'il est allé se recueillir sur la tombe d'un des terroristes des attentats de Munich contre les athlètes israéliens. Non mais les exemples, il y a une montagne d'exemples. Une montagne d'exemples. Là, on en évoque factuel. Mais si on devait évoquer tout ce qu'a fait la France insoumise d'ignoble, on y passerait des émissions entières. Donc encore une fois, ce que nous disons, ce que nous disons est systématiquement prouvé, démontré par des faits, et tout ce que nous disons est tout à fait factuel. Alors écoutez Clémentine Autain, qui était de la France insoumise, qui a été quelque part purgée par LFI. Et bien visiblement, elle n'en a pas tiré toutes les conclusions qui s'imposent. Écoutez-la. Je pense qu'il ne faut pas classer la France insoumise à l'extrême gauche. L'extrême gauche, ça existe en France.
c'est par exemple Lutte ouvrière, le NPA. Je ne crois pas qu'on puisse prendre la décision de classer à l'extrême gauche un mouvement politique parce qu'il a des formulations qui sont emportées et parfois outrancières. C'est un choix politique, absolument politique, et qui vise à discréditer la gauche. Et méfions-nous, parce que nous sommes dans un temps de très grande banalisation de l'extrême droite. Laurent Nunez a réagi ce matin. On a fait passer la France insoumise du bloc de gauche au bloc d'extrême gauche. Je décide pas à la Trump. On prend un faisceau d'indices. Je sais pas très bien ce que Trump vient faire là-dedans. Il faut toujours donner des gages. Voilà. Il a dit pire que ça. Attendez, je termine la citation. Depuis l'été dernier, il y a une évolution vers une forme de radicalité. La France insoumise remet en cause l'autorité judiciaire, parfois des médias, et ses accusations systématiques envers la police, des appels à la désobéissance civile. Oui, Jules, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais juste, dans sa première prise de parole, pas celle-ci, il disait que la France insoumise pouvait être classifiée à l'extrême gauche parce qu'il votait des motions de censure. Ouais. Vous me permettrez de considérer, même si c'est pas le sujet, que c'est un petit peu ridicule. C'est l'intervieweuse, pour être tout à fait précis, et Valérie Acnin a raison, et c'est plus que ma conscience dans cette émission, qui lui a parlé de Trump et qui lui a dit LFI vous accuse d'être Trumpiste. C'est pour ça qu'il a cité le président américain pour être parfaitement juste avec oui, je me le dis tous les jours. Sébastien Ligné. Là où c'est intéressant, c'est que si on considère donc officiellement maintenant que LFI est un parti d'extrême gauche, ça veut donc dire que la majorité des électeurs de gauche dans ce pays sont des électeurs d'extrême gauche. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce constat-là, très peu de gens acceptent aujourd'hui de le faire. Parce qu'on considère encore, un peu naïvement, qu'il y aurait encore des grands électeurs de gauche, la bonne vieille gauche à l'ancienne, la gauche social-démocrate, le centre-gauche. Ça n'existe plus. À la dernière élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, il a fait 22%, Madame Hidalgo, elle a fait moins de 2%. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc il faut considérer que la majorité des électeurs de gauche sont à l'extrême. C'est tout. Et à partir de là, on peut se battre politiquement. Vous qui êtes sur le terrain, qui voyez les électeurs de la France insoumise directement, vous y êtes confrontés. Je les côtoie beaucoup, oui. Allez-y, est-ce que vous diriez que LFI est un parti d'extrême gauche? Bien sûr que LFI est un parti d'extrême gauche. Et ce qui les dérange, c'est qu'on leur colle l'étiquette d'extrême, parce que c'est ce qu'ils font à tous leurs adversaires. Et le fait de coller cette étiquette d'extrémisme, ou même d'extrême, extrême droite, extrême gauche, en fait, ça vous déshumanise complètement et ça légitime toute la violence qu'on aura envers vous. Donc là, en fait, ils ont simplement un retour de bâton. Ils crachent sur ceux qui sont pas d'accord avec eux, extrême, extrême, extrême. Sauf que là, en fait, ça revient vers eux. Et donc, qu'est-ce qu'ils risquent? Ils risquent d'être eux aussi déshumanisés. Parce que ce que nous, on vit à droite, quand vous avez le malheur de penser un petit peu à droite, vous êtes forcément un facho, un homophobe, un xénophobe, un raciste, et j'en passe et des meilleurs. Mais surtout, vous êtes d'extrême droite. Et si vous êtes d'extrême droite, vous n'avez pas le droit à la parole. Et si vous êtes d'extrême droite, on doit vous éradiquer, on doit vous éliminer parce que vous représentez un danger pour la démocratie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous empêche de vous présenter à des élections. C'est parce que, attention, c'est la démocratie, nanana. Et donc en fait, ils nous collent cette étiquette-là pour nous infliger 2 types de morts. La première, c'est la mort sociale. Donc ça passe par le harcèlement, la discrimination. Et donc là, vous êtes viré des groupes de promotion. Parce que là, je prends mon cas d'étudiante. Vous êtes viré des groupes de promotion. Vous n'êtes plus invité au sein des soirées étudiantes. Et puis vos amis, tout doucement, vous disent... Ah ouais, ce midi, j'ai pas trop envie de manger avec toi parce que, tu sais, il y a les antifas la dernière fois, ils nous ont un peu embêtés, tu vois. Et donc, vous vous retrouvez seul. Et quand vous vous retrouvez seul, souvent, vous abandonnez. Et c'est ce qu'ils veulent. Et le deuxième type de mort, c'est ce que Charlie Kirk a eu, c'est la mort physique. Et en fait, c'est la première mort, la mort sociale, qui vous déshumanise et qui légitime la mort physique. Et c'est pour ça que LFI n'acceptera jamais d'être classé comme un parti d'extrême gauche parce qu'ils savent que c'est ce qu'ils font à leur adversaire. Et donc, ils savent ce qu'ils risquent avec cette étiquette-là. Donc vous dites c'est l'arroseur arrosé. Mais complètement. Ils subissent ce qu'ils font. C'est ce qu'ils méritent, parce que je suis désolée, quand vous avez un parti qui ne cesse de parler des races, pour moi, c'est de l'extrémisme. En fait, vous le voyez aussi au sein des universités. Moi, je traque tout type d'étudiants. Donc également des étudiants racisés. Également des étudiantes qui sont voilées, parce que c'est pas encore interdit dans les facs, donc je peux les tracter en fait. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils leur courent derrière. Ils leur courent derrière en leur disant « Mais attention, t'as pris le trac de cette raciste, c'est une facho, elle est islamophobe, etc. » Par contre, les étudiants blancs, ça, ils vont pas courir derrière. Et puis ça, pareil, ça se réclame de la diversité. Quand vous voyez les vidéos des agressions, dites-moi maintenant, vous voyez un noir? Est-ce que vous voyez une personne racisée? Une personne maghrébine dans ces 80 personnes-là qui m'ont agressé? Zéro. Comme à la France insoumise. Zéro. Comme la France insoumise. Zéro. Donc en fait, ils se font le porte-parole de toutes les minorités. Mais quelle minorité a besoin d'eux pour parler? Aucune. En fait, oui, et puis les minorités en ont ras-le-bol aussi que... Mais ils en ont ras-le-bol. Qu'on fasse le porte-voix de... Voilà, quand je me suis fait agresser sur le campus, j'ai des étudiantes, donc je le précise parce que ça a son importance, racisées qui sont venues me soutenir. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elles ont entendu? collabo Bounty, arabe francisé, arabe de service, et puis on y va, on en passe des meilleurs. Là, on a le droit d'être raciste dans ces cas-là. Là, on a le droit d'être raciste. Là, oui, mais vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont d'extrême droite. Voilà. Jean-Claude Dacier. Non, je suis d'accord avec
le plateau globalement. Moi, je ne crois plus à l'union de la gauche. Je pense qu'elle est morte. Mais néanmoins, je pense qu'il fallait... Parce que... Vous avez vu, Olivier Faure, il prend encore la défense de Jean-Luc Mélenchon. Ça ne m'a pas échappé. Mais néanmoins, je ne crois plus à l'union de la gauche. Et je pense que les événements me donneront raison, à part quelques élections aux législatives locales, ici ou là, on verra bien. Mais néanmoins, je pense qu'il faut considérer que M. Mélenchon est un ennemi de la démocratie. Et que donc, le programme qui est le sien, qu'on connaît d'ailleurs mal, combat l'impérialisme américain, il veut une 6e République dont on ignore à peu près les contours, et il est évidemment antisémite, ou en tout cas beaucoup de ses membres le sont. Donc, je pense... Le parti. Oui, bien la sûr. France Insoumise, vous avez le droit de dire que la France Insoumise est un parti passionnément antisémite, il y a une jurisprudence là-dessus. Oui, donc je pense qu'effectivement, il fallait que le ministre de l'Intérieur ait une certaine audace pour dire oui, le LFI est en effet un parti d'extrême gauche. Le Parti socialiste, on l'a vu récemment, a un comportement que je condamne personnellement, parce que je pense que les décisions économiques qu'ils ont prises pour essayer de subsister sont pas ce qu'il aurait fallu pour ce pays. Néanmoins, encore une fois, je crois que l'union de la gauche est morte. Ah bah alors c'est ça qui m'intéresse. Morte. Et Puisque vous le répétez. Et nous verrons. Puisque vous le répétez, l'union de la gauche est morte, vous le dites. C'est votre qui n'est pas d'accord avec cette affaire. Et je ne partage pas le point de vue de Jonathan, qui considère que... Jonathan. Alors qui est Jonathan? Sébastien. Ah, ça fait longtemps. Sébastien. Néanmoins, je veux dire, moi, je veux bien qu'on... Vous n'arrivez jamais avec les prénoms, Jean-Claude. Vous avez appelé Johan Yolande. Non. Jules, c'était comment? José. Bon. José. Bref. Moi, je m'appelle comment? Gauthier. Ah, il a hésité. J'étais longtemps appelé Gaspard. Oui, vous m'avez longtemps appelé Gaspard. Bien sûr. Bref. Sébastien. Pour dire que Jonathan. Non, pour dire que Jonathan, je pense que les gens qui votent socialiste sont pas des extrémistes. Là, ils se trompent. Mais néanmoins, personne vote socialiste, Jean-Claude. Oui, ils sont 1,5 à voter oui, socialiste. enfin, écoutez, alors, attendez, ne prenez pas les scores de la dernière fois pour les scores qui nous attendent aux prochaines... Ah bah, je suis pas sûr que ça soit... qu'il fasse beaucoup mieux. Qui n'est pas d'accord avec cette idée que l'union de la gauche est morte? Ah bah non. Ça m'étonne pas, Jean-Claude. Ça ne m'étonne pas. Alors, attendez, on va les entendre. On va les entendre les uns après les autres. Jonathan, vous avez la parole. Avec plaisir. Non, mais je dirais simplement que, au niveau local, notamment lors des municipales, on voit déjà des listes d'union qui sont en train de se former, socialistes, écologistes, parfois insoumis, avec des promesses au second tour de se rallier dans un grand feu de joie. À Paris, notamment, Madame Chikirou aussi. C'est d'accord, vous parlez d'une ville. Moi, je vous parle globalement. C'est pas rien, c'est la capitale quand même. D'accord, et puis on attendra de voir ce que fait LFI au second tour à Paris. Et puis, globalement, on le sait, et on le voit dans la position d'Olivier Faure sur la qualification de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon, ils ne veulent pas trop froisser leurs bons vieux copains insoumis, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, il y aura le retour à la gamelle, et le meilleur parti, le mieux placé, c'est la France insoumise. Donc c'est vers eux qu'il faudra converger. Je vous demande de faire court, je veux l'avis de tout le monde. Et après, on va entendre le témoignage de la maman de Théo, parce qu'elle a témoigné ce soir chez Cyril Hanouna sur W9, et elle s'en est pris directement à Emmanuel Macron. Vous savez, son fils a été lynché. Elle s'en est pris au bilan du président de la République. Elle dit qu'elle n'a aucune nouvelle du président et du gouvernement. Et pendant ce temps, vous avez le président qui se félicite de son bilan à longueur d'interview. Mais sur l'union de la gauche, je veux votre point de vue, Éric, Jules, Louise et Johan. Alors l'union de la gauche n'est pas morte tout simplement parce qu'en 2027, le grand risque, c'est le risque Jordan Bardella ou Marine Le Pen, c'est-à-dire le risque de ce qu'ils appellent l'extrême droite. Et s'il y a bien une chose qui les rassemble à gauche, à l'extrême gauche, mais également au centre gauche ou à l'extrême centre, c'est la fameuse lutte contre l'extrême droite. Vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui les castors, c'est-à-dire ils vont essayer jusqu'au dernier moment de faire barrage pour empêcher que la vague les submerge. Donc évidemment que l'union de la gauche perdure. Avec toute la crédibilité qu'on peut attendre légitimement d'un accord comme celui-là. Oui, mais n'oubliez pas qu'il y en a déjà eu deux. Il y en a déjà eu deux. Ça, ce sera crédible. Mitterrand a gagné, mais il y avait beaucoup de candidats. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Louise, vous qui voyez la gauche s'allier dans les facs. Oui. Quand vous avez la FSE qui s'allie avec les EMF, donc des pro-transgenres qui s'allient avec des pro-islamistes, bien sûr que la gauche réussira à s'allier, parce que la différence entre l'union des droites et l'union des gauches, c'est que la gauche, ils identifient un ennemi commun, et c'est plus fort que tout, donc ils s'allient. Donc bien sûr qu'en 2027, on verra l'union de la gauche. Johan.
Moi, je pense qu'il n'y aura pas d'accord entre la gauche et la France insoumise au premier tour de l'élection présidentielle. Ça me semble. Ah oui, non, mais le premier tour de présidentielle, non, mais on est tous et d'accord. au deuxième tour, ils seront ça leur très permettra crédibles. d'aller chercher. En effet. Non, mais c'est quand même l'élection principale, l'élection Ouais. présidentielle. Donc, Législatif, c'est pas un petit sujet. J'entends bien, mais l'élection présidentielle, non. Et il y aura par contre une alliance. Là, je reçois tout à fait ce qu'a dit Éric. En cas de menace, entre guillemets, de l'extrême droite du Rassemblement national, là, effectivement, ils feront fi de tout ce qu'a pu dire la France insoumise, de leur antisémitisme, de leur Ils alliance seront tous avec place les de la islamistes, République avec les tambours et les trompettes. Pour faire barrage drapeaux palestiniens. à l'extrême droite. Donc oui, c'est ça. C'est possible, mais Jules, quelle crédibilité aura cet accord? Je pense que Le même que le précédent. Auront ces Jean-Claude accords. oublie quelque chose d'extrêmement important en politique, ça s'appelle la gamelle. Et Oh, les élus oui. socialistes, eh bien, ils iront à la gamelle comme tout le monde, Oui. comme à chaque fois qu'il y a eu la NUPES en 2022, le nouveau Front Populaire en 2024, ils iront à la gamelle parce qu'ils seront obligés, sinon ils seront terrassés. Et l'exemple que vous prenez Mais c'est il pas est sûr. extrêmement intéressant, cher Jean-Claude. C'est pas Oui, sûr. la France insoumise à Paris, à Marseille, n'est pas en capacité d'obtenir les municipalités. Non. Mais en revanche, ils peuvent faire perdre Non. les élus socialistes. C'est pour ça que vous avez raison. Au municipal, dans ces villes-là, il y aura peut-être pas d'accord parce que Ah, justement, c'est la probable France qu'il y en ait insoumise veut les pas, faire non. perdre. En revanche, aux prochaines législatives, vous verrez qu'il y aura des alliances parce qu'il y aura la peste brune, il y aura le Il y aura fascisme quelques qui sera face à alliances, eux, je et ils suis s'allieront. d'accord avec toi. Et le pire, c'est pas ça. Mais globalement- c'est que Monsieur Roussel, il a été qualifié de Doriot par Jean-Luc Mélenchon. Bah là aujourd'hui, il va venir le défendre. Monsieur Faure, il a été qualifié de socio-traître. Bon bah là aussi, il ira à la gamelle. Les écolos, ils se font insulter à longueur de journée par les élus de la France insoumise. Ils iront à la gamelle. Ils iront tous parce que c'est l'âme de la gauche, c'est la gamelle. Et pas que la gauche, il y aura une partie du centre. Hein. Attention, Non, ils vont pas s'allier. face au péril de Rassemblement national, vous verrez que... Non, ils ne fusionneront pas, mais dans un cas de second tour entre l'extrême gauche et le Rassemblement national, vous verrez des cadres importants du bloc central macroniste qui diront que le plus grand péril, ça reste l'extrême droite et que donc ils se rallieront à Jean-Luc Mélenchon s'il le faut. Mais la semaine dernière, vous avez le ministre des Relations avec le Parlement, le bien connu Laurent Panifou, qui a dit que dans un duel entre la France insoumise et le Rassemblement national, il choisissait pour la France insoumise. Tout est dit. QFD. Et il est de Lyotte. Bon, Louise, je veux faire un dernier point avec vous avant que vous nous quittiez. On parlera donc de la violence à Lyon avec 2 cas très précis, Ethan et Théo, dans un instant. Comment on sort de là? Comment on fait en sorte que l'extrême gauche n'empêche plus une jeune femme d'aller suivre ses études à l'université de Bordeaux? Il faudrait peut-être commencer à les sanctionner, parce que s'ils continuent, c'est qu'il n'y a jamais de sanctions. C'est comme les blocages. Je pense que c'est un peu pareil dans toutes les facultés. C'est tout le temps les mêmes visages en fait qui reviennent, qui agressent. C'est tout le temps les mêmes visages qui harcèlent. Les professeurs sont au courant, l'administration est au courant, les cellules d'harcèlement sont au courant, le personnel de la sécurité est au courant, et le doyen de la fac, il est lui-même au courant et victime de ces agissements. En fait, je ne comprends pas. Là, je prends le cas de Bordeaux-Montaigne. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête du président de l'université de Bordeaux-Montaigne. On réalise une guillotine avec sa tête dessus. Et il n'envoie toujours pas les CRS aller débloquer la fac. Alors que vous avez littéralement 50 étudiants, ça se la joue prolétaires, révolutionnaires, trotskistes, alors que c'est tous des enfants de bourgeois, ils vous bloquent une fac entière, là où il y a littéralement des dizaines de milliers d'étudiants. Ils faussent les voix et les votes en Assemblée Générale quand il faut bloquer ou pas bloquer. Et quand personne n'est Oui, parce que d'accord ça, vous avec l'avez eux- dit la dernière fois, ils bourrent les urnes. Mais- Oui, ils menacent si Alors vous ne oui, votez pas mais alors là, correctement. les assemblées générales, c'est encore différent. Leur goût de la démocratie. Les assemblées générales la sont Chine différentes. Ils vont en faire un peu pour tout et pour rien. D'ailleurs, ils en ont fait une spécialement pour moi, pour ma venue. Et j'en suis très flattée. Mais là, on parle d'assemblée générale pour des blocages. Donc vous avez, 50 étudiants qui se réunissent et qui votent à main levée. Est-ce qu'on bloque la fac, oui ou non? Sans prendre en compte le fait qu'on ait des dizaines de milliers d'étudiants à étudier dans cette fac. Et les profs ne disent rien. Les profs les soutiennent. Il y a des Mais profs ils les complices. soutiennent. Mais Mais bien, bien sûr que oui. sûr. Pour vous citer un exemple, l'année dernière, je parlais de mes projets de master à l'un de mes professeurs. Donc je lui dis que j'aimerais bien intégrer un master sciences politiques. Il me demande si je suis déjà un peu engagée. Je lui dis que oui, sans dire où. Qu'est-ce qu'il me cite? Le NPA, le Point Levé, les Jeunes Insoumis. Non mais Que de l'extrême gauche. Que de l'extrême gauche. Et ces profs-là, ils sont là et ils avancent pieds et mains liés avec ces étudiants parce que dans tous les cas, s'ils ne cautionnent pas, ils se feront attraper comme moi en fait, tout simplement. C'est comme le président de la fac s'il fait rien. Parce qu'il y a des guillotines avec sa tête qui sont réalisées. C'est un appel au meurtre par la décapitation. Et il est encore là en train de les protéger. Il les inscrit pas sur une liste rouge. Alors qui sait, on a des étudiants, ils sont à 4 doublements. Et à chaque fois qu'on les voit à la fac, ils se pointent pour bloquer. Vous êtes très courageuse, Louise. Vous êtes Merci très courageuse beaucoup. et merci d'être venue ce soir pour Merci. nous parler de ce qui vous est arrivé, donc cette agression dans le tram. Vous essayez de récupérer les vidéos.
cette espèce de lynchage dans l'université entre 80 et 100 personnes pour vous sortir de là. C'est proprement insupportable et on espère que ça va changer et que le ministre de l'enseignement supérieur, s'il est toujours ministre et qu'il n'est pas en vacances, il faudrait peut-être qu'il réagisse en fait, parce que le jour où ça ira trop loin, il ne faudra pas pleurer. Dans un instant, la France, Orange Mécanique, un autre type de violence. Des jeunes, Ethan était au pris pour cible par une même bande de jeunes agressés à Lyon à quelques semaines d'intervalle. L'un pour un portable, l'autre totalement gratuitement. On saute à pieds joints sur le crâne de ces individus. Le but, évidemment, c'est de les tuer. Et il n'y a aucune conséquence judiciaire. C'est-à-dire que tous ces jeunes hommes-là, ces mineurs-là, ces individus-là, ultra violents, ils sont dans la nature. Ils sont dans la nature comme vous et moi.